Salam alaikum, chers étudiants et étudiantes. Comme promis, nous reprenons les cours d'anatomie-physiologie. Là, on s'est arrêté avant le confinement, c'est-à-dire l'appareil digestif. Alors, lors de la précédente vidéo, je vous ai envoyé le lien vers ma page Facebook personnelle. Vous y trouverez une série de figures et une vidéo ayant un rapport avec l'appareil digestif. Je vous demanderai de consulter ces images avant de visionner cette vidéo et d'avoir, le cas échéant, les images devant vous pendant que j'explique ces dernières. Alors, concernant les images, elles sont au nombre de 16. Je vais commencer par la première. Elle aborde la fonction principale du tube digestif, qui est de simplifier et de transformer les aliments complexes ingérés, c'est-à-dire par différentes phases mécaniques et chimiques tout le long du tube digestif pour arriver à faciliter leur assimilation dans la circulation sanguine. En plus, elle aborde cette figure-là, les différentes parties composant le tube digestif. Alors, nous avons la cavité buccale qui commence par la bouche, puis l'œsophage, puis l'estomac, puis l'intestin grêle avec ses trois parties qui est pour finir avec l'intestin, le gros intestin, ou le côlon, qui va finir à la fin par l'anus. Alors, concernant la figure numéro 2, elle aborde la cavité buccale. Elle nous détaille plutôt que la cavité buccale comporte les dents qui vont servir à le travail mécanique de mastication, c'est-à-dire le madr, min taqti' wa tamzir wa tahm wa sahq. Donc, les 4 types de dents qui vont faire cette fonction. Nous avons la langue qui est un muscle qui va servir à mélanger grâce aussi à la sécrétion salivaire qui est produite par 3 paires de glandes salivaires. Alors, cette salive, c'est une protéine composée d'une fraction hydrique, c'est-à-dire de l'eau, et d'une fraction protéique, et le mélange va se faire au niveau de la bouche. Le pH au niveau de la bouche, il est supérieur à 7, c'est-à-dire qu'il est basique. Lors de cette étape-là, les aliments qui seront plus décomposés, c'est les sucres lents, les nashawiyat. Alors, la figure numéro 3, elle aborde le phénomène de déglutition de l'oral arabia, al-bal'ama. Donc, cette déglutition, elle commence au niveau de la bouche, puis au niveau du pharynx, par la fermeture de l'épiglotte sur la trachée pour éviter les fausses routes dans l'appareil respiratoire, puis au niveau de l'œsophage. Au niveau de l'œsophage, nous remarquons qu'il y a une série de contractions que nous appelons péristaltisme. Cela va faciliter le transport des aliments entre la bouche et l'estomac. La figure numéro 4, elle aborde l'estomac. Donc l'estomac, c'est un organe creux qui est en sorte un muscle qui a différents mouvements. Il a 3 types de mouvements. Il a ce qu'on appelle les mouvements de contraction, un mouvement de va-et-vient vers l'avant et vers l'arrière, donc il y a un travail de mélange, et un mouvement vers le haut et vers le bas qui va faire ce qu'on appelle la malaxation. Donc notre estomac va brasser le contenu gastrique pour faciliter le travail des sucs gastriques.
أي العصارات المعدية. Donc, après l'estomac, nous passons dans la phase intestin grêle. Donc, c'est la figure numéro 6. Alors, l'intestin grêle est composé de 3 parties. Nous avons ce qu'on appelle le duodénum. C'est la partie première de l'intestin grêle qui fait jonction directement avec l'estomac. Puis nous avons la deuxième partie qui est le jejunum pour finir à la fin par l'ilium. Dans la figure, ils sont coloriés par l'orange et le rosé. Puis, alors au niveau de l'intestin grêle, va se faire les phénomènes, va se compléter plutôt la digestion, puis va s'effectuer ce qu'on appelle les phénomènes d'absorption. C'est à ce niveau-là qu'il y a passage des aliments simplifiés vers la circulation sanguine, en utilisant ce qu'on appelle les villosités intestinales, de l'oral arabia, الزغابات المعوية. Donc, ces villosités intestinales, vous les avez en encadré, agrandi dans la même image. Donc, au niveau du côlon, il est composé, comme vous le voyez bien sur la figure numéro 7, du côlon ascendant, qui veut dire montant, du côlon transverse, qui veut dire horizontal, puis du côlon descendant, qui est le côlon gauche, pour finir par le côlon sigmoïde et le rectum. Donc, au niveau du côlon, qu'est-ce qui va se passer? Sachez que, au niveau du côlon, nous avons ce qu'on appelle une flore bactérienne qui vit avec, dans notre corps, en parfaite symbiose. C'est-à-dire que nous fournissons à cette flore bactérienne le gîte et le couvert, c'est-à-dire le ma'wa ou le ma'kal, وهي بطريقة أخرى تؤدي لنا بعض الوظائف التي بدونها لا يمكن لنا من استعادة كميات معتبرة من المياه. Donc, sans le travail des bactéries, nous ne pouvons pas récupérer une certaine quantité importante d'eau nécessaire à la vie. Donc, cette eau-là est emprisonnée dans des fibres que notre corps ne peut pas digérer et qui va faire l'essentiel du bol fécal, c'est-à-dire al-fadalat, à la fin. Alors, au niveau du rectum, la page numéro 9, sachez que l'apprentissage de la propreté n'est pas inné. Le bébé, comme vous le savez bien, je parle ici pour les papas ou les mamans, les jeunes papas et les jeunes mamans, vous avez peut-être remarqué que l'enfant ne se retient pas, que ce soit pour le fait d'uriner ou le fait de déféquer. Alors, cela vient à partir de l'âge d'1 an, quand il y a maturation du système nerveux. Maintenant, pour le rectum et l'anus, nous avons ce qu'on appelle des sphincters, adalat alaqiyya. Nous avons 2 types de sphincters. Nous avons des sphincters involontaires et des sphincters volontaires. Le sphincter volontaire ne pourrait être contrôlé qu'à la maturation du système nerveux de l'être humain, c'est-à-dire à partir d'1 an. Alors, concernant l'image numéro 10, elle détaille les glandes annexes qui sont le foie. Alors, sachez que le foie, on l'appelle en anatomie l'organe noble, car il fait une multitude de fonctions. تفاعلات كيميائية لازمة لا يمكن تعويضها بعضو اصطناعي. C'est pour ça que nous l'appelons noble. Si le foie tombe malade, le malade plutôt tombe malade, le patient devra subir une transplantation pour qu'il puisse
rester en vie. Transplantation hépatique, bien entendu. Alors, concernant le foie, comme vous le voyez dans l'image numéro 10, il est en voisinage de la vésicule biliaire, qui apparaît dans la figure en vert, et le pancréas qui apparaît en transparence. On va l'aborder dans la prochaine image peut-être. Donc, le foie, il est un organe richement vascularisé. Richement vascularisé, il a ce qu'on appelle un système de veines portes. Cela lui permet d'être au carrefour entre les différentes fonctions du corps, et tout produit qui rentre dans le corps doit impérativement ضروري يمر عليه هو أولا قبل أن يصل إلى العضو الذي, par exemple, je l'ai abordé la dernière fois, par exemple le paracétamol, si vous le prenez, il devra passer par le foie avant d'aller soulager la cellule nerveuse qui souffre du mal de tête, par exemple. Alors, le foie se loge sous le diaphragme, c'est-à-dire l'hijab al-hajiz, qui fait la séparation entre le thorax et l'abdomen. Alors, le foie, il va synthétiser la plupart des protéines qui se trouvent au niveau du corps. 1. Dans la figure numéro 11, vous voyez une vision microscopique ou plutôt histologique du foie. Vous remarquez qu'il a une forme, la cellule hépatique ou le lobule hépatique, il a ce qu'on appelle une structure hexagonale, c'est-à-dire vous avez des vaisseaux qui apparaissent colorés en violet vers l'extérieur, ils sont au nombre de 6, et au milieu vous avez un vaisseau colorié en bleu qui est le milieu du lobule, c'est-à-dire que tout produit qui va rentrer dans le foie devra passer par les vaisseaux portes pour passer vers la veine hépatique en bleu au milieu. C'est ça ce qu'on appelle le mécanisme de filtration. Aïe, at-tasfiya. Alors, une fois que le travail de la physiologie du foie est effectué, les aliments, les produits, que ce soit les produits nocifs ou les produits qui peuvent être bénéfiques pour le corps, vont monter dans la circulation. La circulation hépatique, puis vers la veine cave inférieure pour arriver normalement au cœur, côté droit, au niveau de l'oreillette droite, pour passer vers le ventricule droit et être pompé vers le corps, vers les poumons, puis vers le corps. Donc, le foie, c'est un organe qui va contribuer à faire beaucoup de fonctions nécessaires à la survie du corps. Alors, il a, au niveau de la figure numéro 13, beaucoup de rôles. Il a un rôle de synthèse, c'est-à-dire qu'il va fabriquer la plupart des protéines qui sont au niveau de notre corps. Et de deux, il a un rôle de réserve, c'est-à-dire que ça va يخزن ما يتم تركيبه. Donc, nous retrouvons au niveau du foie des sucres qui sont excédentaires, يعني ils sont في حالة فائض. أي فائض في السكر سوف يتم تكديسه وتخزينه في الأنسجة الكبدية على شكل مادة الجلايكوجين مولد سكر العنب. Nous allons retrouver aussi certains acides aminés, أحماض أمينية, الحديد, les vitamines A, D, K, B, إلى آخره. La figure numéro 14, elle aborde le deuxième organe annexe qui est le pancréas. Alors le pancréas, il se loge dans une niche du duodénum, une anse du duodénum, يعني التواء
للمعي المنطقة الأولى أو الأولية للمعي الدقيق. Il est composé de 3 parties, la tête, le corps et la queue. Donc, le pancréas, il a aussi des fonctions assez complexes. C'est une glande mixte, c'est-à-dire غدة مختلطة يقوم من جهة بإفرازات في الدورة الدموية ومن جهة أخرى في الأنبوب الهضمي، مساهما فيما يتمثل في عملية تفكيك المغذيات التي تمر في المعي الدقيق. Alors le pancréas, la glande exocrine يعني الغدة الخارجية التي تفرز في الأنبوب الهضمي تقوم بإفراز بعض المواد مثل l'amylase التي نجدها في تجويف الفم. Donc elle va aussi compléter la digestion des sucres. 2. Nous avons la lipase خميرة أخرى وظيفتها هضم المواد الدسمة. Nous avons la protéase qui va aider à la digestion des protéines. Au niveau de la glande endocrine, pour les scientifiques d'entre vous, ils l'ont fait. Pour les autres, ils vont le faire aujourd'hui. Donc nous avons ce qu'on appelle des îlots de Langerhans. Ne vous inquiétez pas, nous allons l'aborder plus tard. Joseph Langerhans. Ces îlots de Langerhans, elles sont de 2 types. Nous avons les cellules alpha et les cellules bêta. Alors les cellules bêta, leur rôle est de sécréter l'hormone l'insuline. يعني وظيفتهم إفراز هرمون الأنسولين. Tandis que les îlots alpha, leur rôle est de sécréter ce qu'on appelle l'hormone glucagon. هرمون الجلوكاغون وظيفة الأنسولين هو تخفيض من نسبة السكر في الدم، أما وظيفة الجلوكاغون فهي زيادة في نسبة السكر في الدم pour éviter ce qu'on appelle les hypo et les hyperglycémies. Alors, concernant le tube digestif, il se compose, comme on l'a vu, de la bouche, la cavité buccale, jusqu'à l'anus. C'est un conduit qu'on dit extérieur qui se trouve à l'intérieur du corps. Si on lui ajoute les 3 organes annexes qui sont le foie, le pancréas et la vésicule biliaire, nous obtiendrons ce qu'on appelle l'appareil digestif. Alors pour ce qui est de la vésicule biliaire en réalité c'est un organe de réserve. C'est pas elle qui va produire la bile. العصارة الصفراوية لا يتم إنتاجها في الحويصل الصفراوي، بل يتم إنتاجها في الكبد وتخزين العصارة في الحويصل الصفراوي. Certaines personnes vont subir ce qu'on appelle l'ablation de la vésicule biliaire pour une lithiase, c'est-à-dire حصى في الحويصل الصفراوي الحجر comme on dit. Donc, ou bien une tumeur. Dans ce cas-là, elles vont observer une diète alimentaire, c'est-à-dire un régime alimentaire pauvre en matière lipidique, car la vésicule biliaire, ou plutôt le contenu de la vésicule biliaire, sert essentiellement à digérer, à simplifier les aliments, ou plutôt la matière lipidique. Le mawad dessinant. Alors sur ça, je vous dis merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et de transmettre l'information pour vos collègues. Sahaf Toko.